régulièrement pointé du doigt depuis l'indépendance de notre pays comme une zone instable où les conflits entre agriculteurs et éleveurs et agriculteurs ont occasionné de nombreuses pertes de vie humaines, également des pertes économiques, mais surtout la déchirure du tissu social. Ça a même installé pendant plusieurs décennies une méfiance entre les différentes couches de cette société. Ainsi donc, depuis, il faut le dire avant mon arrivée, depuis l'avènement de la 7e République, il y a eu une approche au plus haut sommet. Souvenez-vous que déjà en 2012, il y a eu le forum de Berlin sur la paix et la réconciliation. Ce forum a été présidé par le président de la République en personne. Et tous les acteurs de la région, éleveurs, agriculteurs, spécialistes du foncier, ont été réunis pour chercher à savoir les causes profondes de ce conflit. Et à l'issue de ce forum, les recommandations pertinentes ont été proposées. Et ces recommandations-là ont été régulièrement, en tout cas, mises en œuvre. Et ce qui a permis, je pense, aujourd'hui, nous sommes pratiquement depuis 3 ans. Il n'y a eu aucun conflit. Aucun conflit agriculteur et éleveur. Aucun conflit agriculteur et agriculteur. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est l'implication de toutes les couches dans la prévention de ces conflits, notamment les chefs traditionnels, les acteurs politiques du milieu, parce que aussi les acteurs politiques, pendant longtemps, ont influencé les différents conflits. Mais il y a également le côté, j'allais dire, répressif de l'État. Vous savez, par le passé, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, l'État ne s'assumait pas. Il y en a toujours eu des arrangements à l'africaine et toujours, ça va rebondir de plusieurs années. Aujourd'hui, tous les cas de violence qu'il y a eu ont été sévèrement réprimés et les gens ont compris que force doit rester à la main. Troisièmement, vous savez, il y a une initiative sécuritaire depuis 5 ans, ce sont les patrouilles rurales. Donc nous avons des patrouilles qui sont renforcées en fonction souvent du démarrage de la saison pluvieuse ou de la période de récolte qui est la période, j'allais dire, de pointe où on enregistre les conflits. Ces 3 effets, ces 3 points conjugués, ajouter à cela la sensibilisation, mais surtout l'éducation. Les gens ont été à l'école de plus en plus, les gens ont pris conscience que ces conflits, ces tueries, c'est totalement inutile. Il vaut mieux aller à la justice, et la justice peut vous défendre. Donc voilà un peu ce que je peux dire autour de ça. Mais je suis très fier de noter que depuis que je suis là, on n'a arrêté aucun conflit. Mieux, toutes les zones où les gens ont connu entièrement des conflits, nous avons organisé des forums locaux pour les réconcilier. Et également des autorités de la 7e République qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette situation de paix et de cohésion sociale puisse s'instaurer et s'enraciner dans le Niger de façon générale et en particulier dans cette zone de Boboï. Pour prévenir, c'est d'abord de sensibiliser les acteurs sur le mécanisme de règlement des conflits. L'origine des conflits, c'est la pression sur la terre et les espaces et les ressources naturelles dans la zone. C'est une zone avec une forte densité de population, avec les effets de changement climatique, n'est-ce pas? Les terres cultivables et les zones de pastorale se rétrécissent et où cohabitent agriculteurs et éleveurs. Et de plus en plus, les éleveurs sont en train de devenir des agriculteurs.
Donc vraiment, c'est un conflit qui est lié essentiellement au partage des ressources naturelles. Donc, c'est de créer un mécanisme de règlement de ce conflit. Et ce mécanisme, aujourd'hui, c'est la mise en place des structures au niveau villageois, au niveau des communes, au niveau départemental et au niveau régional. Nous avons mis en place des structures qui prenaient en charge, mais également on a formé les chefs de village pour gérer au niveau local. Ensuite, au niveau du canton, puis au niveau départemental, quand ça nécessite de renvoyer la question devant les juridictions compétentes. Voilà un peu, en tout cas. Et en cela, c'est de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur et que la justice sociale s'instaure. Avec ces deux dynamiques-là, en tout cas, nous avons eu des résultats assez favorables, mais nous continuons l'effort à pouvoir sensibiliser les uns et les autres à comprendre que la paix, c'est nécessaire et c'est seulement dans la paix qu'on peut pouvoir, si tu es éleveur, s'occuper de tes animaux et quand tu es agriculteur, pouvoir donc s'adonner à tes activités donc agricoles. C'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que j'ai participé de façon active à la transformation de notre pays dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Vous savez, je parle très sincèrement. Entre 2011 et 2014, dans l'entité où je servis, j'ai vu beaucoup de choses qui ont changé. Et la chose qui m'a le plus touché, c'est, je dirais, mon baptême de feu était la gestion de la crise alimentaire de 2011, qui était consécutive donc à la sécheresse dans la campagne hivernale 2010-2011. Et c'est la première fois que j'ai vécu cela en face et dans l'action, au-delà des clichés que j'avais en restant à Niamey, écoutant les radios ou les articles de presse. J'ai vu la différence. J'ai vu la différence entre la perception qu'on avait ou qu'on a encore de notre Niger en restant à Niamey et de ce qui est réellement le Niger quand tu es aux côtés des populations. Et j'ai tiré une très grande leçon. Comme vous le savez, j'étais dans la société civile. On était les prises en plein pour critiquer les actions du gouvernement. Maintenant, j'ai été confronté à la réalité, c'est-à-dire la mise en œuvre. Se mettre dans la position de critiquer au lieu de rester toujours l'éternel critiquant. Et c'est là j'ai vu la clairvoyance du président qui très tôt a lancé le programme d'urgence. Et ce programme d'urgence en 2011 a permis d'éviter à ce pays, j'allais dire un hécatombe. Parce que la sécheresse de 2011, particulièrement dans la région de Difa, était d'une sévérité extrême. N'eût été l'anticipation avec laquelle le gouvernement a engagé des actions, serait dans une situation pire que la sécheresse des années 1983-1983. Et c'est vraiment avec un très grand plaisir que je note cela. J'ai vu comment on nous a mis la pression nécessaire d'être aux côtés des populations, de créer des activités, génération de revenus, ayant permis aux populations d'avoir de l'argent pour acheter de la nourriture et les fixer sur place. Et mieux encore, protéger l'environnement. Donc moi, j'ai également témoigné entre 2011 et 2014, quand vous prenez uniquement sur l'aspect des infrastructures, entre Zander et Difa, vous mettez 6 heures de temps. Parce que la route est totalement délabrée sur l'axe Zander-Bouré. Avant de quitter Difa, on mettait à peine 2h30, 3h. J'ai également témoigné le démarrage de la route du pétrole, la route Difa-Gingimi, abandonnée depuis 25 ans. N'eût été la crise sécuritaire qui a fait arrêter les travaux, mais déjà je sais que c'est des travaux avancés à plus de 60%. J'ai également témoigné des
aménagements agricoles au profit donc des populations. Mais j'ai surtout témoigné aussi, dans le cadre de l'initiative 3N, la transformation des habitudes, j'allais dire, de production des populations. Avant, les populations de l'IFA, ils ne connaissent que la production du coca. Et ils le produisent une seule fois. Avec le poivron, on vend, on s'achète le mil, le maïs, et c'est fini. Aujourd'hui, avec l'initiative 3N, on a expliqué aux populations, on les a amenés à mettre en œuvre un système où ils peuvent produire le poivron. Juste après, produire du maïs. Juste après, ils peuvent encore produire du haricot. Avant, à Difa, la salade, la tomate, l'oignon, le chou, c'est importé de Zanda. Aujourd'hui, Difa produisent de façon, j'allais dire, de fois même en sous-production, parce qu'ils ont les terres les plus riches du Nigeria. Donc voilà les effets que j'ai non seulement vécu, j'ai participé à ces transformations, donc sans compter toute la lecture que j'ai faite au plan national. Donc, de mon avis, le programme de la Renaissance Acte 1 a indiscutablement, quelle que soit ta mauvaise foi, et je le dis sans arrière-pensée, quelle que soit ta mauvaise foi, tu es obligé de reconnaître qu'il y a eu une très grande transformation dans notre pays. Mais il faut reconnaître, le Niger est un pays extrêmement pauvre. Le Niger est un pays avec beaucoup de problèmes. Et évidemment, on ne peut pas résoudre tous les problèmes en 5 ans. Mais je note, dans tous les secteurs sociaux, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, l'agriculture, les infrastructures et autres secteurs tels que la télécommunication et autres, mais également l'embellissement de nos centres-villes, le Niger a changé. Je suis très fier de participer, d'être acteur de ce mouvement et je pense que c'est vraiment quelque chose que tous les Nigériens devraient apporter leur concours pour que, encore dans la Renaissance, nous continuions dans le sens du progrès, du développement et de la transformation de notre pays. Je pense qu'il y a un point que tous les Nigériens, de façon unanime, on devrait reconnaître au président de la République, Mahamadou Issoufou. C'est la vision, l'efficacité, la responsabilité avec laquelle la crise de Boko Haram a été gérée. Pour un président de la République civile qui, on peut le dire, logiquement n'a jamais eu de contact avec les questions de défense et de sécurité, je pense que c'est un point qu'il faut noter. À partir de 2011, il faut le dire, devant la démission presque totale de l'armée nigériane de l'époque, le désintérêt du régime, de l'ancien régime du Nigeria, à prendre en charge la question de Boko Haram, Boko Haram a commencé à développer une stratégie politique maintenant de conquête des territoires du Nigeria en exerçant son pouvoir politique et religieux sur les populations. Et c'est déjà 2011, le président de la République, après sa visite à Difa, il a lancé une opération bouclier. Un très grand renfort de forces armées ont été déployés à Difa. On les a équipés. Et déjà, autorités administratives et militaires étaient mis dans les conditions de pouvoir faire face donc, à la situation. Pendant presque un an, le Niger n'a plus de frontières dans la région de Difa avec la République du Nigeria. Le Niger n'avait de frontières qu'avec les États militairement conquis et où le pouvoir qui s'exerçait, c'était le pouvoir sous l'autorité de Cheka ou sous l'autorité. Donc la menace est réelle. Mais avec les moyens mis à la disposition de notre force,
le renforcement à travers les améliorations de leurs conditions de vie, c'est ce qui a permis de protéger notre pays. Regardez les pays, les assauts que le Niger a connus depuis le 6 février 2015, n'eût été la détermination et la bravoure, mais aussi l'anticipation, on serait dans une situation extrêmement plus pénible qu'aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup de pertes en vie humaine, beaucoup de populations déplacées. Mais ce serait pire s'il n'y a pas eu une vision politique et stratégique claire en amont. Et les pays qui ne l'ont pas eu, qui sont dans notre voisinage, vous avez vu toutes les conséquences qu'ils ont eues. Et ça continue encore. Donc, évidemment, ces conquêtes de Boko Haram ont créé un mouvement de population vers le Niger jamais connu. En 2014-2015, on avait dénombré 200 000 personnes déplacées du Nigeria vers le Niger. Dans ces 200 000 personnes, on compte les Nigérians, mais également des retournés nigériens. Et à ce niveau encore, l'État a anticipé en alertant très tôt la communauté internationale et les organisations humanitaires pour pouvoir venir donc, au secours de cette population. Mais à ce niveau, je suis au regret de constater que la société civile nigérienne, classique dans la prise en charge des questions de contestation ou les questions à trait à la politique, ne s'est pas très vite intéressé malheureusement à la situation de l'État. On a considéré que bon, en faisant une lecture totalement lointaine en restant à Niamey, donc ils n'ont vraiment pas perçu que c'était une question devant laquelle la nation était menacée, que tu sois société civile ou parti politique, les gens devraient se coaliser pour soutenir les pouvoirs publics, pour faire face à une nébuleuse qui ne respecte aucune règle de la vie. Et sous le couvert, n'est-ce pas, de la protection des droits de l'homme, il y a des organisations qui se sont mis même dans une posture, à la limite, d'arbitrage entre ce que fait Boko Haram et ce que fait le gouvernement. Et de mon humble avis, c'était vraiment des moments que j'ai apprécié très très mal. Et parce que pour moi, qui ai vécu la situation, il devrait y avoir une grande mobilisation de tous les milieux, de toutes les forces pour soutenir l'État à faire face à une menace qui était assez sérieuse. Mais je pense qu'avec l'évolution, les uns et les autres ont compris et beaucoup sont revenus à la raison. Parce que le problème, c'est à quelle limite il faut considérer que bon, il y a violation des droits de l'homme face à des activistes de Boko Haram. C'est à quel niveau? Des jeunes qui viennent dans le village, qui brûlent femmes, enfants et vieillards. Et autre chose, c'est que j'ai toujours constaté, même certains organismes et certains médias ne rapportent que le côté quelques bavures ou quelques actes qui ne peuvent pas être évités en pareille circonstance. Mais c'est ça qu'on essaye de mettre en valeur pour discréditer les forces qui étaient en action au lieu de se focaliser sur cette organisation terroriste qui est en train de tuer, brûler et violer. Depuis 2011, les acteurs de la société civile, de façon constante, sans aucun discernement, aucune autre vision qu'un acharnement organisé et orchestré contre les institutions de la République. C'est du jamais vu. Jamais on a vu des organisations de la société civile qui devraient constituer le dernier rempart pour la démocratie, mais qui se coalisent, mais ne se coalisent même pas. Regarde le nombre de mouvements qu'il y a eu
il y a eu un mouvement contre... il y a eu un mouvement souvent le Niger. À l'époque, les gens ont beaucoup jasé sur ça pour savoir sauver le Niger contre quoi. Mais dans le fond, on a vu la limite objective de cette coalition. Ensuite, il y a eu d'autres. Je dis une chose. C'est vraiment une mission d'appartenir à la société civile, de défendre des valeurs, de critiquer le gouvernement sur ce qu'ils font de mauvais, sur les violations de la liberté, sur les violations de la loi, sur la justice. Moi, je me dis c'est une mission. Mais on doit avoir des limites. Lorsque, dans un pays, avec des institutions qui fonctionnent normalement, avec... on ne peut pas admettre que les organisations de la société civile se mettent du côté des partis politiques pour prôner la subversion. Et vous avez vu le dernier processus électoral. Jamais, depuis l'ère démocratique, il y a eu autant de haine, de subversion, des actes attentatoires aux institutions de la République, comme je fis ces dernières élections. Pourtant, il faut remarquer les choses. Tout le processus a été inclusif. Tout. Depuis la création du CFL, à la nomination de ses membres, la nomination des membres de la CENI, le recensement, tout a été organisé avec les partis politiques de l'opposition, les acteurs de la société civile. Et c'est mon point de vue. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de ceci, dès lors qu'on aperçoit que le président est suffragane. Imaginez l'assaut qu'on a fait contre le fichier. Les organisations de la société civile, alors qu'il y a des membres de ces structures, ils se sont coalisés du côté des politiciens qui, eux, ont leur agenda politique à eux. Après, on a fait recourir à l'OIF pour se retrouver avec moins de 1% d'erreur. C'était suffisamment ridicule. J'ai remarqué la même chose quand il s'est agi du vote par témoignage. J'ai remarqué jusqu'à la fin de ce processus. Parce qu'il y a des hommes politiques dont l'agenda principal, c'est de créer les conditions d'une non-élection pour mettre le pays dans une impasse institutionnelle. Et malheureusement, ils ont trouvé des acteurs, peut-être par naïveté, c'est mon souhait, ou bien par complicité avec eux pour se lancer jusqu'à faire appel à une transition dans un pays où on vient de faire des élections, une des élections les plus âprement disputées. Parce qu'on est un des rares pays au monde, ou disons en Afrique, où tant qu'il n'y a pas les résultats définis provisoires proclamés par la CENI, tu ne peux parier sur la victoire ou la position de personne. C'est dû à nos institutions chargées d'organiser ces élections. Et les hommes politiques, ils le savent très bien. Mais ils sont des acteurs politiques. Tant que la chose ne les arrange pas, il faut la discréditer. On est parti au deuxième tour. Les gens ont participé au deuxième tour, avec des députés. Mais l'écart entre le présent candidat et ses adversaires, mais surtout les alliances qui se sont formées, a totalement créé le désespoir chez donc les partis de l'opposition, où inévitablement ils vont perdre. Donc, il faut créer toutes les conditions pour que ces élections-là soient discréditées. Aujourd'hui, moi, l'appel que je lance, c'est à la responsabilité, notamment à mes amis et camarades de la société civile. Moi, je pense qu'être acteur de la société civile,
c'est une mission qu'on s'est fixée. Ce n'est pas un mandat qu'on détient du peuple. Si à un certain moment, vous considérez que vous devrez aller faire la politique, il faut enlever la robe de la société civile pour ne pas la scier et pour ne pas la discréditer. Et nous, c'est notre choix. Nous avons fait plusieurs années, nous avons milité. Aujourd'hui, avec les fonctions que nous avons assumées, nous ne sommes plus qualifiés pour venir parler de la société civile. C'est pour cela que nous avons décidé ouvertement de prendre notre carte politique. Et c'est ce que je demande à mes amis. Vous ne pouvez pas faire la politique sous le sobriquet de la société civile. Ce faisant, vous discréditez la société civile, vous discréditez la démocratie et vous discréditez vous-même. La politique est une mission aussi, comme aussi être acteur de la société civile. Mais vouloir rester camouflé comme acteur de la société civile, alors qu'en vérité, on n'est qu'un acteur politique déguisé, c'est dommage. Et j'appelle les uns et les autres à la responsabilité. Beaucoup de nos camarades se sont courageusement lancés dans la politique et la majorité ont réussi. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de le faire. Parce que c'est là seulement ils vont pouvoir servir leur pays. D'ailleurs, je me dis, c'est l'opportunité qu'on a de mettre à la disposition de notre pays toute l'expérience de critique que nous avons pu développer quand on était acteur de la société. En tout cas, c'est mon cas. Et c'est ce que je demande à tous mes autres camarades.